quelques minutes le DAC 91 Nord, puis je vais passer la main à mes camarades ici présents pour la partie sur le dispositif Handy-Gynéco. Et on gardera un temps de questions et d'échanges sur la fin de la présentation. Voilà. Donc là, je vais vous partager le diaporama pour le DAC. Le DAC, qu'est-ce que le DAC? Le DAC, c'est le dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes. Je vais me présenter un petit peu. Donc moi, c'est Anthony Jagot. Je suis responsable de l'animation territoriale du 91 Nord, donc les 46 communes du nord de l'Essonne. Et nos bureaux sont situés au sein de l'hôpital Les Magnolias à Ballainvilliers. Vous avez ensuite mes coordonnées, le 07 et l'adresse mail qui suit. Le DAC, en résumé, repose sur plusieurs principes. Ça va être la gratuité et la neutralité dans les interventions. On est vraiment une porte d'entrée unique envers à la fois les professionnels, à la fois les aidants et également les usagers. On intervient sur le principe de la subsidiarité, c'est-à-dire qu'on ne remplace pas les professionnels déjà existants sur les situations. Et on essaye de respecter, bien sûr, les droits et les usagers quant à leurs souhaits. On ne s'oppose pas, on est toujours dans l'information, en tout cas, on ne dirige pas à la place des usagers. On a deux manières d'intervenir, deux niveaux qu'on va évaluer avec l'équipe pluridisciplinaire. Un niveau 1 qui est tout simplement une information, une orientation vers les ressources du territoire. Et on a le niveau 2. Il est question de visite à domicile avec évaluation multidimensionnelle de la situation, c'est-à-dire qu'on va analyser en staff avec toute notre équipe, avec un médecin coordinateur également, la sensibilité de la situation pour pouvoir orienter vers les ressources adéquates du territoire. Ensuite, on a un rôle de conseil et de préconisation sur l'organisation des soins et des dispositifs d'aide au domicile, appui à la coordination du parcours de santé en lien étroit avec les professionnels, c'est-à-dire que on va constituer le cercle de soins, on va interagir avec le cercle de soins tout au long de l'accompagnement, tout simplement, pour que l'avancée soit la plus efficace possible et que les informations circulent le mieux. Souvent, c'est ce qu'on regarde également au niveau des interventions, c'est le manque de communication ou la temporalité. Des fois, on communique un petit peu trop tôt ou un petit peu trop tard, souvent. On peut également faire une deuxième visite à domicile, la fameuse visite à domicile de suivi. Et enfin, on a un rôle également au niveau des aidants. Souvent, on est contacté par les aidants qui sont soit face à des situations complexes, ils n'ont plus de solution, ils sont épuisés également, donc on vient également les solutionner et leur permettre aussi de retrouver un peu un équilibre de vie. Le DAC, donc pourquoi on existe? On existe pour coordonner et appuyer donc, le parcours de santé, quel que soit l'âge, la pathologie, mais également son lieu de vie. Donc ça nous demande également d'avoir une sensibilité importante sur tous les champs, à la fois du handicap, de la pathologie, mais également au niveau de l'âge, puisqu'on n'accompagne pas de la même manière un jeune ou une personne âgée, par exemple. Le DAC s'adresse à la fois aux professionnels du territoire, aux patients, mais également aux aidants, donc c'est vraiment une porte d'entrée unique. Et le DAC travaille avec qui? Donc le DAC, comme je vous l'ai dit, a une équipe pluridisciplinaire. On a à peu près une dizaine de référentes de parcours qui vont appuyer chaque dossier, qui vont être référentes et qui vont suivre du coup en détail le suivi du dossier, qui vont être vraiment l'interlocuteur privilégié. On a donc une collaboration avec les professionnels de santé en ville, les libéraux et les salariés, le personnel des établissements de santé publique, privés et HAD, et enfin les professionnels du champ social et médico-social. Pour toute demande d'appui, vous avez un numéro unique, le 01 69 80 59 40 ou la boîte mail contact@dac91 Nord. Votre demande arrivera au niveau d'une assistante de coordination qui ensuite vous demandera davantage de détails pour qu'on puisse prendre votre demande. Je vous remercie pour cette première partie et je vais passer la main du coup. Et Frédéric va commencer. Super. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Frédéric Perrotte, je suis sage-femme. Je travaille avec Benjamin dans l'équipe projet pour la démarche Handy-Gynéco. Et pour le coup, j'y suis depuis je ne sais plus combien d'années, mais je ne veux plus le dire finalement. Et voilà, je m'occupe aussi de la formation, mais on en reparlera tout à l'heure aussi.
Le contexte gynécologique des femmes en situation de handicap, il est important parce que, évidemment, on n'est pas du tout dans une situation qui va être similaire avec les femmes qu'on dit valides. Sur l'étude handigynéco qu'on a faite avec l'Île-de-France et l'ARS, 58% des femmes en situation de handicap en Île-de-France déclaraient un suivi gynéco versus 77% pour les femmes toutes confondues en Île-de-France. Donc, elles n'ont pas le même accès aux soins. Elles ont aussi un moindre recours au dépistage pour le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Et ça, quelle que soit la nature du handicap. C'est une étude de 2015. Et ce qu'on a vu aussi dans d'autres études, c'est qu'avec ce moindre recours, en fait, elles meurent plus de cancer du col et de cancer du sein, pas à cause de leur handicap, mais bien parce qu'elles ne vont pas de manière précoce se faire dépister. Et il faut aussi savoir que le handicap, ce n'est pas uniquement les femmes en fauteuil roulant. 80% des femmes, des personnes en situation de handicap, ce sont des handicaps invisibles. Et donc, l'accès aux soins, vous voyez, ne se limite pas à la rampe d'accès, pour le coup, ni aux portes un peu plus grandes pour laisser passer les fauteuils. Merci. Là, c'est juste un rappel un peu condensé pour juste montrer qu'il y a une évolution. Il y a encore beaucoup de choses qui ont déjà été dites entre l'ONU, le Code civil, des lois, des circulaires qui réaffirment à chaque fois le besoin, l'intérêt de penser le droit pour toutes les femmes. Et donc, ça ne date pas d'hier. Et en même temps, vous voyez qu'on est obligé de rajouter encore des circulaires pour réexpliquer à nouveau qu'il y a un respect de l'intimité des droits sexuels et reproductifs pour les personnes qui sont dans les établissements. Ce n'est pas uniquement pour les femmes à domicile et que les établissements ont aussi le droit, enfin, en tout cas l'obligation de respecter ces circulaires. En institution, qu'est-ce que nous a dit l'étude handigynéco 2016-2017 ? 66% des femmes accueillies en ESMS n'ont pas de suivi gynécologique régulier. 26% n'ont pas eu de frottis, jamais. 64% des femmes hébergées ont eu au moins une mammographie. C'est juste que la mammographie, c'est certainement plus facile à faire dans l'imaginaire et dans l'organisation aussi que le frottis. Et ça, c'est vrai que c'est à peu près facile à comprendre. Si on fait un petit focus sur les femmes de moins de 20 ans, pour la plupart, elles n'ont jamais eu de consultation gynécologique et peu d'actes réalisés, certes, compte tenu de leur âge. Malgré tout, la consultation gynécologique, ce n'est pas forcément un acte. 4,2% seulement sont vaccinés contre le papillomavirus. Il y a une expression de nombreux besoins, puisque c'était des choses qu'on avait demandées dans des questionnaires. Elles sont intéressées sur la vie amoureuse et la sexualité, elles sont intéressées par les violences faites aux femmes et elles sont intéressées par la contraception. Et à 20 ans, ça paraît à peu près de bon augure. 43% de ces femmes souhaitent que leur suivi gynécologique se fasse à l'extérieur de l'établissement. Et c'est vrai que ce n'était pas forcément valable, en tout cas, pour les femmes plus âgées. Donc, c'est comment je peux proposer handigynéco en disant je vais aller vers dans un premier temps, mais la sage-femme qui va vers dans cet établissement, elle peut très bien aussi avoir des consultations dans le cabinet. Donc, les deux sont possibles. Le handicap et les violences, ça, c'est un vrai sujet extrêmement important parce que tous les chiffres montrent qu'il y a plus de violences pour les femmes en situation de handicap. 4 femmes sur 5 subissent des violences et ou des maltraitances de tout type en France. Le handicap, c'est un facteur aggravant des violences. En tant que sage-femme, on parle beaucoup du dépistage des violences au moment de l'obstétrique, au moment de la grossesse, parce que c'est vrai que ça permet de voir des patients qu'on ne voyait peut-être pas avant, et ça permet malheureusement aussi d'avoir plus de violences au moment de la grossesse. Et bien, le handicap, c'est la même chose. Et en plus, on se pose encore un peu moins la question parce qu'on met un peu trop tôt tout sur le dos du handicap quand il y a des symptômes qui pourraient éveiller, en tout cas, se dire, bah, tiens, peut-être que là, il se passe des choses qui ne sont pas complètement normales. Au niveau du Parlement européen, en 2017, considérait que les femmes en situation de handicap avaient un risque entre 1,5 à 10 fois plus élevé. Toujours sur le handicap et les violences, 35% des femmes en situation de handicap subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, contre 19% des femmes valides. L'autisme, c'est quand même quelque chose qui montre aussi des violences très explosives. 90% des femmes subissent des violences et 47% avant 14 ans. Et 27% des femmes sourdes ou malentendantes déclarent avoir subi des violences au cours de leur vie. Donc, vous voyez, là, c'est juste pour vous montrer que quel que soit le type de handicap, et là aussi, ce ne sont pas forcément dans l'idée que des femmes en situation de handicap moteur, et c'est tout type de handicap. Justement, comment je dégrade ma parentalité, ou comment je prends les papiers, ou comment je prends l'allocation adulte handicapé. Tout ça, c'est tous les mêmes types de handicap, les mêmes types de violences, pardon, qu'on peut retrouver pour les femmes dites valides et pour les femmes en situation de handicap.
Merci Frédéric. Je vais prendre le relais. Je m'excuse par avance de ma voix un petit peu éraillée. Je vais essayer de pas trop dérailler justement. Et vous présenter maintenant la démarche Handigynéco avec, alors, il y a des petites coquilles d'apparition, mais la démarche Handigynéco, en fait, est née d'une première étude qui a été commandée par la RS Île-de-France et par le docteur Catherine Requigno, qui nous a rejoint aujourd'hui pour montrer en fait quel était le statut, la situation des femmes en situation de handicap en ce qui concernait leur suivi gynécologique et leur accompagnement à l'époque sur l'obstétrique. Cette première étude a été suivie d'une expérimentation et donc tout ce qu'on vous présente est issu en grande partie de cette étude et de l'expérimentation. Donc l'idée d'Handigynéco, au travers de l'expérimentation et maintenant de la généralisation, c'était d'assurer trois choses. Un, de favoriser l'accès aux soins gynécologiques pour ces femmes dans une démarche d'aller vers. Deux, d'informer, sensibiliser et former les professionnels d'accompagnement, mais aussi les résidents, à la nécessité d'un suivi gynécologique tout au long de la vie, mais aussi à de la prévention en santé sexuelle et d'appréhender la thématique des violences faites aux femmes. Donc voilà, l'étude a démarré en 2016, s'est poursuivie jusqu'en 2017. L'expérimentation a duré 2 ans, 2018-2019. Et depuis 2022, dans plusieurs régions, Handigynéco est déployé de manière opérationnelle. Les idées principales et ce qui sous-tend cette démarche Handigynéco, c'est bien sûr la démarche d'aller vers et le premier recours. Donc, ce n'est pas des consultations spécialisées, il n'y a pas de notion de demande à la suite de la découverte d'une situation délétère. L'idée, c'est de faire de la prévention sur le lieu de vie des personnes. Donc, de la prévention et du dépistage dans le domaine gynécologique. Tout se fait dans une notion de progressivité et de continuité, c'est-à-dire que les femmes en situation de handicap peuvent avoir des difficultés à appréhender la relation de soins, et donc il faut prendre du temps pour qu'elles s'y habituent et qu'elles acceptent progressivement d'ouvrir leur intimité à des professionnels de santé qu'elles ne connaissent pas de prime abord, mais qu'elles vont pouvoir, par un financement long de la démarche, apprendre à connaître au fur et à mesure des années. Dans une perspective d'autodétermination, donc pour permettre aux femmes d'avoir un choix éclairé sur ce qu'elles désirent en termes de prévention en santé sexuelle et de pouvoir améliorer, qu'elles aient les outils pour améliorer elles-mêmes leur santé sexuelle. Et forcément, comme on parle de premier recours, ça nécessite une gradation de la prise en charge. Si les intervenants dans les établissements médico-sociaux dépistent des pathologies, par exemple, eh bien, il faut solliciter potentiellement des avis spécialisés, de l'imagerie, ça peut aller jusqu'à la chirurgie, et donc qui sera, elle, dans le droit commun, et si c'est totalement impossible dans le droit commun, avec l'aide des dispositifs de soins spécifiques aux personnes en situation de handicap. Donc tout ceci se fait forcément dans un écosystème du soin, un écosystème de ressources et d'accompagnement pour tout ce qui concerne également la vie affective et sexuelle et la prévention des violences. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France? Donc ça a commencé en 2022 en Normandie, début 2023 en Île-de-France,
La Bretagne a rejoint ces 2 premières régions en tant que région pilote mi-2023. Et depuis début 2024, le dispositif est généralisé en France entière. Avec Anvers, vous voyez les régions où c'est déjà lancé. Il y a des chargés de mission, des chefs de projet qui sont en train de déployer la démarche. Et en zone, les régions dans lesquelles c'est on va dire, il n'y a pas encore de projet, de chef de projet identifié ou qui a commencé. Et il reste les Hauts-de-France. Et ils sont les petits retardataires. Mais sinon, c'est plutôt bien démarré dans toutes les régions. Alors, quels sont les objectifs, et plus particulièrement en Île-de-France? Donc, la démarche Handigynéco, avec ces 2 axes, suivi gynécologique et prévention santé sexuelle, a pour objectif, au travers de la formation d'environ 80 sages-femmes, puisque c'est les sages-femmes qui ont répondu dès le début à l'appel pour assurer ces actions, sages-femmes libérales. Donc, objectif de suivre environ 2600 femmes qui résident dans les établissements d'hébergement médicalisés de la région. Ça correspond à environ 240, donc ESMS, établissements ou services médico-sociaux pour personnes en situation de handicap. 2600 femmes, c'est à peu près 60% des 5000 femmes qui y sont hébergées. Donc, les études et expérimentations ont montré qu'à peu près 40% pouvaient avoir déjà un suivi gynécologique. Ça représente environ 10 000 consultations sur 4 ans. 4 ans, c'est le temps de financement de la démarche. Et des ateliers d'information, de sensibilisation auprès des professionnels et des personnes accueillies, parce que la prévention en santé sexuelle, ça concerne tout le monde, surtout dans le contexte de l'hébergement collectif. Et donc, c'est plus de 2000 ateliers pendant ces 4 ans qui vont être animés par les mêmes sages-femmes. Donc, les sages-femmes font du suivi gynécologique et de la prévention collective. Donc, ces sages-femmes sont formées et je redonne la main à Frédéric pour parler de la formation. Oui, parce que bien sûr, on a déjà des compétences et quand on a un diplôme complémentaire ou une formation courte ou longue pour faire de la gynéco en tant que sage-femme, on ne recommence pas sur ce sujet-là. Donc ça, c'est des choses qui sont acquises pendant les études et ou dans des formations complémentaires. Et par contre, on va développer des nouvelles compétences grâce à cette formation. D'abord par la spécificité du handicap. Donc, on va parler de comment ça se passe le handicap, la définition des handicaps. Et évidemment, on ne va pas devenir des spécialistes de chaque type de handicap parce que c'est totalement impossible. Mais c'est comment, en fonction du handicap, je peux réaliser une consultation gynécologique chez cette patiente. Et puis, on va intégrer dans sa pratique, qui est déjà intégré, comme l'a dit Benjamin, une logique de gradation des soins. C'est ce qu'on fait déjà en tant que sage-femme, puisque de toute façon, on a des compétences. Mais quand c'est hors champ de nos compétences, eh ben, on oriente. Et c'est ce qu'on fait exactement de la même manière avec les femmes en situation de handicap. On va, ce qu'on fait déjà aussi un peu, repérer, accompagner les violences faites aux femmes. Et vous avez vu que c'était pire pour les femmes en situation de handicap. Donc là, on va rester dans ce qu'on sait déjà faire et comment on travaille avec ce qui existe déjà comme ressources sur le territoire aussi. Et puis, on va aussi apprendre à animer des ateliers collectifs, à la fois pour les pros de la structure et à la fois pour les hommes et les femmes en situation de handicap, où ce sujet-là, bien sûr, sera aussi discuté. Ensuite, on va sensibiliser aux enjeux de la vie affective et sexuelle et à l'intimité. Et ça, c'est quelle représentation on a, soit la société, les pros de la structure sur ce que c'est que la définition de la sexualité dans le monde du handicap. En général, vous pouvez voir, c'est ou des anges ou des démons, mais une sexualité dite évidemment normale, ce qui ne veut rien dire, n'existe pas. Et puis les aspects psychologiques et législatifs qui sont liés aussi, puisqu'il y a des décrets, il y a des lois, et comment on essaye de faire re-rentrer ça dans les structures qui ne sont pas tout à fait toujours dans ce schéma-là. Et le fil conducteur de cette formation, c'est la posture et les outils du counseling. Le counseling, c'est Carl Rogers, c'est comment je suis dans une relation d'aide avec l'autre. Et en disant ça, on comprend bien que ça aide les sages-femmes non seulement dans leur pratique professionnelle de tous les jours et aussi pour les femmes en situation de handicap. Donc, le programme, on anime à deux avec Olivier Couder qui est psychologue, qui connaît extrêmement bien et le counseling
et le monde du handicap. Il a une troupe de théâtre et puis avec que d'une personne en situation de handicap. Donc, c'est sur 3 jours. Donc, contexte et spécificité des types de handicap. On fait de la mise en pratique pour les ateliers et les consultations et on regarde les ressources du territoire avec les violences faites aux femmes et la boîte à outils qu'on crée de manière différente pour chaque région. Il y a une boîte à outils nationale et une boîte à outils régionale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, outils et postures de counseling, on a vraiment trouvé au bout de quand même, vous voyez, ça fait depuis un certain temps quand même qu'on fait les formations et c'était déjà cette formation-là qu'on a beaucoup agrémentée, qui était faite dans l'expérimentation. On se rend bien compte que ce counseling-là, et c'est pas, ça existe pour évidemment tout ce qu'on a fait avec l'empowerment pour les patients drogue et puis aussi l'alcool, tabac. Donc, c'est des choses qui fonctionnent bien. L'OMS aussi en parle et montre que la capacité du changement va aussi être aidée par cette posture de counseling. Une logique de gradation des soins, on reste dans nos compétences de sage-femme. Et puis, cette fameuse boîte à outils qui va servir, je vous ai mis des petites photos, qui va servir aussi à donner des billes pour l'animation, à se rassurer aussi. L'idée, c'est vraiment de rassurer les sages-femmes sur le fait qu'elles sont tout à fait capables de faire ces consultations et ces ateliers, et que ces ateliers, ils ont du sens parce que c'est tout à fait complémentaire de la consultation, et c'est encore plus de sens quand c'est la sage-femme qui les fait, parce que justement, elle peut déjà regarder quelle patiente elle peut éventuellement proposer pour une consultation ou en discutant aussi avec les pros de la structure. C'est vraiment une collaboration des sages-femmes et des professionnels de la structure et des personnes en situation de handicap. Alors, une fois formées, les sages-femmes qui souhaitent intervenir dans les établissements médico-sociaux passent une convention avec le projet Handigynéco qui régit leur participation à la démarche. Alors, de 2023, parce que ça commence en 2023, à 2026, puisque les financements ont été prévus pour 4 ans. Donc, c'est du financement ARS et on va voir à quoi ce financement sert juste après. Donc, les sages-femmes qui rentrent dans la démarche gynéco vont réaliser, comme on a dit, des consultations de suivi gynécologique longues sur un rythme manuel et animer des ateliers à destination des résidents et des professionnels des structures. Ce qui veut dire que par sage-femme, en fait, on a fait la moyenne de l'ensemble des établissements et des personnes y résidant en Île-de-France. Ça fait un suivi d'environ, en moyenne, 3 établissements, soit à peu près 34 femmes, comme les sages-femmes les suivraient au cabinet. Ça devient leur patiente, en fait, sur un rythme donc d'une consultation bonifiée tous les ans. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas avoir plus de consultations s'il y a nécessité d'un suivi, mais en tout cas, il y a une consultation bonifiée par an. Et elles vont animer entre 4 et 6 ateliers par structure à destination de professionnels et 2 à 3 ateliers à destination des personnes. Ça représente en termes d'activité de temps pour cette moyenne-là, 1 journée à 1 journée et demie par mois d'activité pour la sage-femme. Ce n'est pas une activité de bénévolat. On va voir les bonifications et les rémunérations juste après. Donc, c'est vraiment une diversification de l'activité qu'une sage-femme aurait en cabinet, mais en adressant les besoins d'un public qui ne viendrait pas de lui-même au cabinet. Et ça fait une intervention sur un rythme environ mensuel pour chaque établissement. Donc, il faut compter à peu près une demi-journée par établissement et par mois. C'est une plutôt bonne moyenne. Alors, toutes les sages-femmes n'ont pas la même disponibilité, bien sûr. Il y en a qui vont suivre 1 ou 2 établissements, il y en a qui vont en suivre 5 ou 6. C'est vraiment la sage-femme qui détermine son rythme à partir du moment où il y a une régularité et une persistance sur au moins 2 ans, puisque les conventions sont de 2 ans renouvelables dans la démarche. Alors, les rémunérations et bonifications, justement. Donc, c'est un projet financé par l'ARS Île-de-France. Chaque région a son financement. C'est sur le fonds d'intervention régional, ce qui permet de rémunérer les consultations sur la base du coût de l'acte de la sécurité sociale. Donc 30,50 €, les 26,50 € de la consultation et les 4 € d'indemnité de déplacement, plus le coût des actes complémentaires, les frottis, les changements d'implant, etc., les indemnités kilométriques et une compensation, ce que j'ai appelé bonification tout à l'heure,
de 52 € par consultation, donc attribuée par l'ARS. Ce qui fait, grosso modo, une consultation à 82 €. Consultation longue. Longue, qui dure jusqu'à 1 heure. Il faut compter 1 heure, de toute façon. Que ce soit en termes de coordination, de revue des dossiers, de suivi des prescriptions et de consultation elle-même, il faut compter 1 heure par président. Donc, une sage-femme, sur une demi-journée en établissement, va pouvoir faire environ 3 à 4 consultations, ou 2 ou 3 ateliers, ou un mix des deux. Et ça se prépare et ça se construit avec les équipes des établissements. Et les ateliers sont rémunérés 50 € par heure. L'assurance maladie, depuis septembre 2023, propose une aide forfaitaire annuelle pour les sages-femmes qui vont dans les établissements médico-sociaux, qui font de la LEVER. Ça peut être pour personnes en situation de handicap, pour personnes âgées par exemple, et elle est de 300 € par an, tous les ans. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En Île-de-France, on a 54 sages-femmes qui sont conventionnées, elles interviennent dans plus de 150 établissements, et à fin octobre, elles avaient réalisé près de 1200 consultations. Je vous laisse regarder les chiffres un petit peu plus en détail sur ce qu'elles y font. Et elles ont animé 316 ateliers collectifs et ont touché plus de 2000 personnes en tout, entre les résidents et les professionnels, pour parler vie intime, vie affective et sexuelle et prévention des violences. Où est-ce qu'on en est en termes de déploiement régional? Alors, vous voyez en rouge le fait que en Essonne, on n'est pas encore au niveau de ce qu'on est capable de faire dans les autres départements. Ça a très bien démarré à Paris, en Seine-et-Marne, en Seine-Saint-Denis, ça a suivi dans les Yvelines, dans le 92, dans le 94, mais en Essonne, ça reste très compliqué. La démographie des professionnels de santé ne nous aide pas beaucoup, les sages-femmes sont très sollicitées. Il y a plusieurs parties de l'Essonne qui sont véritablement désertifiées en termes d'accès aux soins, et ça reste très compliqué. C'est pour ça qu'on a organisé ce webinaire avec l'aide du DAC 91, de la CPAM, de l'URPS Sage-Femme, pour arriver à faire comprendre à tous les acteurs de la santé du département les besoins qui sont non pourvus pour les personnes en situation de handicap, et de nous présenter Handigynéco comme une façon d'y pourvoir. Mais pour ça, on a besoin de sages-femmes supplémentaires et plus largement de professionnels de santé qui voudront être sensibilisés au handicap, éventuellement être formés et pouvoir accueillir dans leur structure, dans leur cabinet, les personnes en situation de handicap, et notamment les femmes, pour tout ce qui concerne la gynécologie. Et le DAC 91 déjà offre d'aider, de soutenir le parcours de santé de ces personnes avec l'aide des ressources libérales, des ressources hospitalières spécialisées ou non spécialisées. On vous a présenté brièvement, on aurait pu y passer encore plus de temps, les grandes idées, les grands axes de la démarche Handigynéco. On espère que ça fait écho parmi vous, et on est là pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations, à tous vos doutes éventuellement, et puis à aussi pouvoir vous accompagner vers ce beau projet, si vous souhaitez nous rejoindre, venir vous former et exercer en libéral au cabinet et ou en structure au profit de ces... alors en Essonne, à peu près 500 femmes qui n'ont pas accès au suivi gynécologique régulier. Si je peux rajouter, c'est non seulement un magnifique projet, ça donne vraiment des choses complémentaires pour toutes les patientes que vous allez voir en consultation. C'est vraiment il y a une sage-femme qui nous disait en Normandie que c'est sa dose d'humanité dans la semaine quand elle va voir les patientes qu'elle voit dans les structures. J'ai trouvé que c'était assez joli. Et en tout cas, c'est vraiment ça transforme.
ça nous permet de regarder les choses autrement, d'apprendre des autres beaucoup plus aussi. Et vraiment, c'est magnifique. Donc, rejoignez-nous, on vous attend.